Mes chers collègues, je vous propose, je vous laisse mettre en route la... Très bien. Mes chers collègues, nous terminons nos travaux de la journée, toujours diffusés en direct sur le site Internet de l'Assemblée nationale, avec le groupe de liaison du Conseil de la fonction militaire de la Gendarmerie nationale. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la commission d'enquête. Vous êtes venus extrêmement nombreux. Je reviendrai après sur procédure que nous utilisons. Donc nous cherchons à comprendre évidemment les éclats de violence qui ont marqué les manifestations de ce printemps et à évaluer la réponse qui leur a été apportée par les autorités publiques. Comme vous le savez, nous avons déjà entendu votre directeur général à ce propos voici 15 jours. La vision des gendarmes nous intéresse évidemment doublement. Vous avez été confrontés dans deux rôles très différents à ces violences. À travers les escadrons mobiles, vous avez été en charge du maintien de l'ordre dans les manifestations aussi bien urbaines que rurales d'ailleurs. Avec la gendarmerie départementale, vous avez aussi assuré des fonctions de repérage, de renseignement. Vous avez également dû gérer dans un certain nombre de cas les suites judiciaires et vous êtes aussi présent sur les lieux après les faits donc vous savez comment se construit la mémoire locale de tels événements. Un questionnaire vous a été adressé préalablement par notre rapporteur, M. Florent Boudier. Toutes les questions qu'il contient ne seront pas forcément évoquées oralement ce soir, d'autant plus que vous êtes une délégation particulièrement nombreuse par rapport à d'autres délégations. Donc si vous pouvez, dans un second temps, nous transmettre une réponse écrite de telle sorte que nous disposions de l'ensemble des éléments. L'objectif étant ce soir d'avoir un échange direct avec vous. Comme vous êtes nombreux et tous susceptibles de vous exprimer, je vais vous demander de prêter serment les uns après les autres et je passerai ensuite la parole évidemment à monsieur le rapporteur. Mais avant tout cela, il me revient de vous poser les deux premières questions qui permettent d'entrer dans le sujet. La première, quel est l'état des personnels de la gendarmerie nationale après le cycle de manifestations violentes auxquelles nous avons assisté, auxquelles vous avez été amené à participer pour assurer généralement le maintien de l'ordre. Je fais référence tout à la fois à l'état physique, à l'état d'esprit, et ce n'est pas moins important, à l'état parfois de vos familles, puisqu'elles peuvent aussi être concernées. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline a été ressenti par beaucoup parmi nous comme étant aussi exceptionnel qu'extrême. Comment les choses se sont-elles préparées et déroulées pour les gendarmes dans les aspects stratégiques et tactiques? Par exemple, je sais que la décision d'employer des quads a interpellé des collègues et j'imagine qu'il a fallu un minimum de temps pour former convenablement les pilotes. Alors, avant de vous donner la parole et ensuite de la donner évidemment à monsieur le rapporteur, je voudrais simplement vous demander de prêter serment, donc en application donc, de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement de nos assemblées parlementaires. Je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et donc, les uns après les autres, je vais vous demander de lever votre main droite et de dire je le jure, après avoir activé le micro qui est devant vous. Et donc, si vous le permettez, mon général, demander de démarrer. Je le jure. 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 Merci beaucoup. Et donc, je vous propose sans doute, mon général, déjà de vous donner la parole. Et puis, évidemment, si
vous souhaitez que les uns et les autres vous puissiez intervenir, eh bien, libre à vous de le faire. En tout cas, merci encore pour votre présence. Ça nous permettra, je pense, d'avoir un éclairage aussi intéressant. Donc, mon général, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les parlementaires, je ferai une petite intervention que je qualifierais de forme avant que nous puissions rentrer dans le fond. Donc nous sommes honorés que vous ayez sollicité le corps social de la gendarmerie pour pouvoir travailler et vous apporter notre éclairage au sein de cette commission d'enquête. Donc vous avez devant vous le nombre incontournable du groupe de liaison du Conseil de la fonction militaire gendarmerie, donc avec 11 représentants qui illustrent à peu près l'image quasi complète, si je puis dire, des différents statuts, métiers de la gendarmerie, ce qui vous permettra d'avoir l'éclairage le plus précis. Alors, par rapport au questionnaire, évidemment, nous ne venons pas représenter, vous avez déjà vu le chef de l'administration gendarmerie, le DGGN. Nous insisterons vraiment avec cœur sur la vision du corps social. Et puis parmi les membres, nous avons évidemment des praticiens qui sont souvent encore en unité, qui pourront vous apporter l'éclairage, des éclairages, je pense, précis, et avec cœur de ce qu'ils ont pu vivre ou entendre leurs pairs leur rapporter. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à l'adjudant-chef Frédéric Lelouette, qui est donc le secrétaire élu pour 1 an du groupe de liaison, qui va pouvoir entrer dans le fond et vous apporter tous les éléments utiles à cette commission. Merci beaucoup, mon général. Et donc, sans tarder, effectivement, l'adjudant-chef, je vous en prie. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, donc, nous vous remercions de nous recevoir sur ce sujet majeur, puisqu'en effet, les gendarmes sont régulièrement confrontés aux groupuscules violents lors des manifestations ou lors de l'exercice quotidien de leurs fonctions. Cette commission d'enquête n'étant pas à huis clos, nous ne rentrerons pas forcément dans les détails techniques de nos missions, mais nous essaierons de nous focaliser sur le ressenti des personnels, comme l'a dit le général. Mais si vous avez des questions techniques, évidemment, nous pourrons y répondre par écrit à l'issue. Comme tous les gendarmes, nous sommes attachés à la liberté de manifester pour protéger ce droit. Pour nous, les réponses pénales à l'encontre des casseurs doivent être à la hauteur et doivent être réelles. Nous pouvons constater que ces groupuscules sont de plus en plus violents, de plus en plus structurés, coordonnés, avec des capacités de communication aussi bien vers la France que vers l'étranger. Les groupuscules violents menacent la liberté à manifester de ceux qui viennent légitimement exercer ce droit. En manifestation, l'initiative est trop souvent laissée à l'adversaire dorénavant. Et l'adversaire fait désormais de véritables manœuvres tactiques. Conjugué à cela, la gendarmerie doit faire sans certaines armes intermédiaires que nous avions, sans véhicules, notamment pour le MO rural, et cela manque à notre capacité opérationnelle. Aussi, nous pensons que les réflexions doivent se poursuivre pour développer de nouveaux usages. Alors évidemment, nous pouvons parler des drones, des quads, comme vous l'avez évoqué pour Sainte-Soline, mais également nous devons travailler sur les véhicules multimissions que seront les Centaures et qui nous seront très utiles. Il est nécessaire de retrouver également la mobilité des pelotons d'intervention pour répondre plus rapidement à la violence et y mettre fin par des interpellations plus nombreuses. Les pelotons d'intervention des escadrons sont bien trop souvent utilisés comme des pelotons de marche et principalement par un manque d'effectifs. Des décisions politiques ont été prises pour améliorer la capacité opérationnelle de la gendarmerie mobile. Cependant, les effectifs de l'AGM ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux. Les 7 escadrons qui vont arriver participeront à une meilleure réactivité. Cependant, cette réactivité est déjà mise à mal par de nombreuses missions et par le nombre de sollicitations croissantes que nous voyons depuis quelques années. En somme, la gendarmerie a l'impression d'être en crise permanente et de lutter contre une crise permanente. Depuis de nombreux mois, l'emploi est à un niveau exceptionnel. Il nous paraît nécessaire de poursuivre une remontée des effectifs de la gendarmerie allant jusqu'au niveau de 2006.
En effet, en 2006, pour les escadrons de gendarmerie mobile, nous étions à peu près 15 000. Après la création des 7 escadrons qui est en cours, nous serons autour de 13 800. Donc concrètement, pour revenir au niveau de 2006, il nous manque encore 1200 personnels. Et 1200 personnels, quand vous voyez que le MO est plus dur qu'en 2006, quand les besoins outre-mer sont de plus en plus importants, on le voit actuellement à Mayotte, quand on voit qu'on a récupéré des missions qu'en 2006 nous n'avions pas, comme la lutte contre l'immigration irrégulière, qu'on a repris des missions que nous avions abandonnées à l'époque, ou entre les deux, comme par exemple les centres de rétention administratifs. Donc tout ça fait que les moyens qui ont été annoncés, qui sont appréciables, qui sont appréciés, restent malgré tout insuffisants pour que nous ayons des marges de manœuvre suffisantes pour tout faire. Voilà, merci de votre écoute pour ce propos liminaire un tout petit peu long, et nous sommes à votre disposition les uns et les autres pour répondre à vos questions, à toutes les questions que vous souhaiterez. Merci. Merci beaucoup, mon adjudant-chef. Alors, dans les questions qu'on est amené évidemment à se poser, vous indiquez que aujourd'hui, le maintien de l'ordre est plus difficile par rapport à 2006. Donc, notre commission d'enquête se focalisant sur évidemment ce qui s'est passé entre le mois de mars de cette année et le mois de mai. Comment cela a-t-il été ressenti au sein de la gendarmerie nationale, puisque effectivement l'emploi a dû être là à un niveau particulièrement exceptionnel. Oui, mais vous l'aviez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure dans votre question initiale, ça a un impact également sur les personnels. Un emploi permanent, difficile, avec des élongations d'horaires, avec toutes les difficultés, avec la médiatisation sans cesse. Les gendarmes doivent être évidemment irréprochables, et on essaie de l'être, mais cela a un impact sur le physique. La fatigue des personnels est évidente. L'état d'esprit n'est pas aussi bon qu'il pourrait être, même si on n'est pas non plus au bord de la dépression. Mais actuellement, les escadrons et les personnels des escadrons ont une fatigue, une certaine lassitude. C'est évident, et je ne pense qu'aucun de mes camarades ne dirait le contraire. Et je dirais que là où c'est le plus difficile, c'est aussi pour les familles, puisqu'on a évidemment des blessés, de plus en plus de blessés, des blessés assez graves. Et cela a un impact sur les familles qui ne voient pas souvent leurs compagnons ou leurs compagnes. Et ça pèse sur la vie de famille, surtout dans le temps long. Comme je l'ai expliqué, nous sommes en crise presque permanente. Et ce temps long a des conséquences importantes sur l'usure des personnels, d'où notre insistance sur les effectifs. Moi, je compléterai également, pour ma partie, gendarmerie départementale, puisque mon camarade parle un peu des escadrons et l'engagement des escadrons. On a le même ressenti dans nos forces en gendarmerie départementale, une fatigue incessante et puis forcément un avenir pas forcément très serein, parce qu'on nous annonce également des événements majeurs qui vont mobiliser les forces de l'ordre. Tout ça fait qu'on va partir sur des événements futurs qui vont aussi nous engager fortement. Je pense par exemple aux Jeux Olympiques de 2024. Je peux vous assurer, et mes camarades en témoigneront également, qu'il y a une véritable inquiétude sur la manière dont les forces de l'ordre vont être engagées pour les grands événements futurs. Et on n'a pas forcément beaucoup de réponses à apporter à nos camarades, et ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Monsieur le Président, je voudrais rajouter par rapport aux familles. Effectivement, vous avez vu les images qui étaient d'une rare violence, mais ces images, elles ont été vues aussi par les familles, par les enfants. Et aujourd'hui, les familles s'inquiètent de voir partir mari, père, en se demandant si leur vie ne sera pas clairement en jeu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, je vous en prie, Major. Oui, je voudrais préciser une chose. Actuellement, nous sommes là pour parler pour réfléchir sur une partie qui ne dure que quelques mois, en fait, sur les violences. Et je pense qu'il faut quand même le remettre dans le contexte, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'intensité de la violence qui est accélérée.
Mais quand on parle de durée, on enchaîne des crises qui, à chaque fois, nous impactent de façon différente, que ce soit les gilets jaunes ou les différentes crises que vous connaissez. Le problème, c'est qu'on veut tirer un bilan à chaud, j'ai envie de dire, hein, de ce qui s'est passé, c'est le but. Et je pense que ce bilan-là, il va falloir attendre un petit moment pour en avoir réellement les conséquences. Parce que les personnels qui se retrouvent confrontés à des choses qui ne sont, qu'on ne peut pas appeler de la haute intensité, hein, parce qu'il n'y a pas que sur un champ de bataille qu'on parle de haute intensité. Moi, je parle de maintien de l'ordre de haute intensité. Il y a des choses telles que les syndromes post-traumatiques. Je pense que ça, on pourra en reparler dans quelques mois, quelques années. Des fois, ça met des années à se déclencher. Et ce qu'on vient de vivre sur ces mois et années qui viennent de se dérouler, je pense que c'est le terreau à beaucoup de personnels qui vont s'en ressentir dans les années qui viennent. Et je pense qu'il faudra garder en mémoire ce qui s'est produit ici maintenant, lorsqu'il faudra traiter ces personnels, lorsqu'ils chuteront, parce que maintenant les armées ont une certaine connaissance de ce décalage entre l'événement et les conséquences. Et je pense qu'il sera intéressant de faire perdurer le bilan dans le temps et compter malheureusement, au-delà des blessés physiques que l'on peut comptabiliser immédiatement, toutes les blessures psychiques qui malheureusement vont s'étaler dans le temps. Un sujet important aussi, parce que nous, forcément, on voit l'engagement et un métier de plus en plus difficile parce qu'effectivement, face à nous, on a des gens qui sont de plus en plus violents. Moi, j'ai presque 35 ans de service. Je ne me rappelle pas d'avoir eu et vécu une violence aussi forte aujourd'hui, tant vis-à-vis de mes camarades de la gendarmerie mobile que la gendarmerie départementale. Je dirais que toute situation qui, au départ, paraît très anodine peut très rapidement monter en puissance et puis aboutir sur des difficultés de gestion d'événements. Et donc ça, c'est un peu l'état d'esprit que nous, on ressent et on est là aussi pour vous faire partager un petit peu ce que ressentent nos gens au quotidien. Et alors forcément, ça reste très empirique ce qu'on vous raconte, mais quelquefois, il est toujours intéressant parce que on en a bien étudié, on l'a reçu, ce fameux rapport de la Cour des comptes, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, sur l'attractivité, parce que ça, c'est important aussi, parce que si demain, on renvoie finalement un métier extrêmement difficile, dangereux, avec des conditions compliquées, on a besoin aussi d'avoir des ressources qui viennent armer nos forces. Et le rapport de la Cour des comptes était très intéressant parce qu'il montrait qu'il y avait beaucoup de gens au sein de la gendarmerie, mais pas que, y compris dans la police nationale, qui partaient par anticipation, parce que finalement, c'est plus forcément un métier qui fait rêver, parce que quand aujourd'hui vous exposez votre vie, finalement, ça pose question. Et ça, c'est vraiment un sujet aussi de préoccupation dans nos rangs. Je vous remercie. Est-ce que d'autres prises de parole avant que je ne passe... Dans ce cas-là, je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. Je vous en prie. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Merci à vous tous. Merci, monsieur en général, d'avoir accepté cette invitation. On essaie de partager à chaque fois avec vous la parole très spécifique du corps social de la gendarmerie. Et c'est tout l'intérêt, monsieur le président, d'être avec vous. Maintien de l'ordre de haute intensité, moi c'est ce que je retiens de ce qui a pu être dit il y a quelques secondes. Je pense que ça correspond à ce que chacun d'entre nous ressent et aux très grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Première question, plus technique, mon adjudant. Quelle évolution observez-vous des profils violents ? Bien sûr, il faut contextualiser la séquence que nous étudions en commission d'enquête. Précisément, dans cette longue durée, l'évolution des profils tels que vous les constatez. Nous avons déjà un certain nombre d'informations, bien sûr, qui nous ont été communiquées, mais je souhaiterais avoir votre regard. Deuxième question, plus délicate. Est-ce que vous constatez concrètement des connexions entre des individus ou des groupes d'individus violents et un certain nombre de structures? Elles peuvent être de nature différente. Il peut s'agir de groupements de faits, il peut s'agir de structures associatives, plus institutionnelles, plus institutionnalisées, une sorte de vitrine d'une certaine façon, voire d'un certain nombre de formations politiques ou
d'organisations qui seraient liées ou rattachées à des sensibilités politiques, s'il ne s'agit pas de formation partisane. Quel est ensuite le regard que vous portez sur la séquence que nous étudions, mais de façon plus large, sur le traitement judiciaire et sur la caractérisation des infractions de violence à l'occasion de rassemblements, que ces rassemblements soient ou pas autorisés, ou qu'ils soient parfois ni autorisés ni interdits. Et puis une dernière question, enfin, Monsieur le Président. Vous l'avez abordé, je crois, mon adjudant, en tout cas, vous avez en partie apporté des éléments, mais je voudrais avoir votre analyse peut-être plus approfondie sur le schéma national de maintien de l'ordre. J'ai bien compris les éléments à la fois d'outils que vous avez évoqués, je pense aux drones, et les deux piliers qui sont à la fois d'un côté la mobilité et aussi la question de la mise à distance. Comment vous voyez les évolutions peut-être nécessaires ou les évolutions acquises qui seraient un progrès pour le traitement des violences à l'occasion de ces rassemblements. Voilà, pardon pour ces questions nombreuses, mais je ne doute pas que vous aurez beaucoup d'éclairage à nous apporter. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Donc, je vous passe tout de suite la parole. Je ne sais pas, est-ce que l'adjudant-chef... je vais reprendre. Je vais essayer de répondre sur les deux premiers volets, l'évolution des profils et les connexions associatives, on va dire. Et ensuite, je laisserai mes camarades réagir sur le traitement du judiciaire et éventuellement, je reprendrai la parole sur le SNMO. L'évolution des profils, c'est assez complexe comme question parce qu'il y a vraiment des profils individuels variés. Hein. Nous pouvons avoir des jeunes ou des anciens et c'est compliqué. Après, collectivement, j'ai envie de dire que c'est un peu plus facile de répondre à votre question puisqu'effectivement, les black box ou les ultras s'abritent derrière des organisations, des associations connues et reconnues, qui sont très organisées, qui se complémentent, qui s'aident, qui n'hésitent pas à travailler ensemble. Et c'est ce qui rend un peu complexe notre travail en amont, puisqu'on est noyé, on va dire, par une je ne trouve pas mes termes, par un agrégat d'associations qui va rendre la mise en place des manifestations compliquées. Nous ne sommes plus comme avant dans des manifestations où c'est déclaré, où nous avons des manifestations linéaires avec un point de départ, un point d'arrivée. Là, nous sommes vraiment dans des manifestations, on va dire, sauvages, sans que ça soit péjoratif. Donc c'est ce qui rend compliqué. Actuellement, la force de nos adversaires sur le maintien d'ordre, c'est vraiment ce collectif qui repousse les limites de la violence, qui repousse les limites de la loi et qui nous oblige à répondre à cette violence pour nous protéger, uniquement pour nous protéger, j'insiste là-dessus. Hein, bien sûr, évidemment, les gendarmes ne cherchent jamais à blesser, mais rien que pour se protéger, la tâche est complexe. Donc vraiment, c'est cet agglomérat d'associations qui nous rend la tâche difficile, et notamment évidemment le soulèvement de la terre, puisque c'est la plus emblématique actuellement. Je laisse mes camarades, s'ils veulent, répondre sur le traitement judiciaire. Bien sûr, je vous en prie. Major Kaplan, avant de passer au traitement judiciaire, je vais répondre aussi un petit peu sur le profil. J'ai bien vu que c'était borné ce qui concerne cette enquête aujourd'hui. Néanmoins, si on recontextualise, on peut se souvenir qu'historiquement, dans le maintien de l'ordre, entre guillemets à la française, on parlait de citoyens momentanément égarés du droit, qui produisaient, on appelait aussi ça comme ça, un désordre acceptable. Aujourd'hui, on n'est pas face à des citoyens, dans ce fameux profil sur lequel vous nous interrogez, momentanément égarés du droit, parce qu'il y a toute une phase de préparation en amont des actions, de coordination, de structuration,
Vous voyez, on n'est pas du tout dans quelque chose de spontané, un espèce d'effet d'aubaine qui se fait par le biais d'une foule difficile à contrôler. Il y a une vraie préparation quasiment militaire avec des groupes de réflexion sur différents thèmes pour agir et procéder à des actions d'une grande violence. Voilà, c'était pour compléter sur le profil. Pardonnez-moi, Major, juste un élément de précision par rapport à ce que vous dites. Est-ce que, évidemment, vous insistez sur le fait que les choses évoluent, on est dans des préparations, c'est-à-dire pas simplement une violence qui serait conjoncturelle, mais en quelque sorte préméditée. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous considérez qu'au cours des dernières années, l'ampleur de ce phénomène a augmenté celles et ceux d'entre vous qui ont une expérience plus longue du maintien de l'ordre, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez comme tel? Pour répondre avec un seul exemple de cette évolution de l'organisation et de cette structure de plus en plus aboutie, on voit bien qu'il y a ils font appel également à des manifestants qui sont capables de produire une grande violence dans les pays étrangers. Ça, pour le coup, c'est un exemple très marquant de cette nouvelle organisation très structurée, c'est-à-dire qu'on ratisse au plus large pour prendre différentes techniques et différentes façons de se comporter dans un attroupement et créer du trouble et rendre impossible le maintien de l'ordre et basculer en rétablissement de l'ordre. Voilà, je pense que c'est un exemple assez marquant de cette évolution où on se retrouve finalement même avec des appels à faire venir des gens des pays étrangers sur le terrain de ces manifestations. Oui, Monsieur le Président, pour étayer un peu les propos de mon camarade, donc vous parliez des plus anciens et des plus expérimentés. Ayant participé il y a quelques années au G8 d'Évian, on s'est organisé sur du maintien de l'ordre en hélicoptère, c'était en Puma, avec une organisation qui s'est adaptée au niveau gendarmerie pour lutter contre déjà des violences au profit avec différentes nationalités sur les Black Blocs déjà à l'époque, et une adaptation des forces de l'ordre avec des équipements nouveaux pour l'époque, les fameux Protecop qu'on parle maintenant. Donc il y a eu quand même cette évolution. Vous voyez ces manifestants, ces adversaires qui sont mieux équipés que les forces de l'ordre. Donc avec des masques, des casques, ils ne craignent plus la crie. Et donc on peut voir ça que c'est une réalité. Donc structuré également parce qu'ils avancent de manière quasi militaire sur les forces de l'ordre. Donc c'est à nous de réagir, de s'adapter à ces évolutions quand même nettes et importantes. Merci beaucoup pour cette précision, parce qu'effectivement, Évian, ça nous ramène 20 ans en arrière. Donc, ça fait 2003. Donc, nous sommes 2023. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 2 décennies où ces phénomènes en réalité se manifestent, enfin, toute évidence. Je vous laisse poursuivre. Major Raffaï, donc sur le traitement judiciaire, donc c'est une question à la fois simple et compliquée. Simple, lorsqu'un ou une camarade qui se trouve à vos côtés se trouve blessé ou mutilé par de l'acide ou des bombes qu'on leur lance dessus et des pierres, oui, on attend une réponse judiciaire à la hauteur, et oui, on est déçu parce qu'elle sera jamais assez haute. Après, quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que ça peut être un peu simpliste. La vraie difficulté qui se trouve actuellement, c'est quoi? C'est d'apporter la preuve. Parce qu'avoir une réponse judiciaire sous-entend quand même, dans un pays de droit, d'apporter la preuve. On n'est pas sur une scène de crime tranquille. Les preuves doivent être récupérées dans le chaos. Voilà, la vérité est là. Et c'est particulièrement difficile face à des gens qui, eux, sont entraînés pour ne pas laisser de preuves. La réalité est là. Se camoufler leur identité, ne pas laisser de traces, jusqu'à savoir comment réagir lorsqu'ils sont en garde à vue et ce qu'ils doivent faire. Donc on se retrouve face à une population, j'ai envie de dire, surentraînée pour ne pas être prise et pour ne pas être condamnée.
Donc on ne peut pas jeter l'opprobre sur la justice en disant que les réponses ne sont pas à la hauteur. C'est dès le départ, la difficulté est extrême d'arriver à déterminer et apporter les preuves pour faire condamner ces gens-là, parce qu'eux-mêmes font tout pour ne pas l'être et sont très bien entraînés pour ça. Alors, pour les deux derniers sujets que vous aviez évoqués, donc la mobilité et la mise à distance, ça a été effectivement une réflexion menée, puisque les événements de Saint-Soline ont initié effectivement les quads qui ont permis de redonner beaucoup de mobilité aux forces de l'ordre. En revanche, individuellement, comprenez bien aussi que les gendarmes mobiles sont de plus en plus équipés, ont de plus en plus des équipements de protection individuelle qui ont un certain poids. Et effectivement, c'est un peu à contrario la difficulté d'être mobile, alors qu'effectivement, quand vous portez 30 à 40 kg de matériel sur vous, c'est compliqué effectivement d'avoir une mobilité qui permet effectivement de manœuvrer. Donc ça, c'est effectivement un choix un peu cornélien. La protection des individus, c'est une obligation, mais ça vous entraîne effectivement une difficulté d'avoir une meilleure mobilité. Sur la mise en distance, bien évidemment que la mise à distance entre les manifestants et les forces de l'ordre, ça évite effectivement le contact physique et effectivement ça évite les violences. Parce que bien évidemment, quand vous avez des manifestants que vous réussissez à maintenir à distance 30-40 mètres, par définition, il n'y aura pas de violence entre les deux puisque vous réussissez à les tenir à distance. En revanche, on a vu quand même que dans les événements de Saint-Soline, beaucoup d'entre eux arrivaient complètement équipés, quasiment équipés de la même manière que les forces de l'ordre, ce qui les permettait effectivement de traverser les nuages de lacrymogènes. Ça ne leur posait pas de difficulté. Donc effectivement, on a maintenu ces nuages de lacrymogènes pour justement maintenir ce concept de distance, mais comprenez bien que quand ils ont des masques, des lunettes, c'est pas ça qui va les arrêter pour les plus virulents. Il faudrait effectivement peut-être réfléchir à d'autres moyens. Ça fera peut-être partie d'une réflexion en interne pour pouvoir trouver d'autres moyens qui permettent effectivement de garder à distance. Alors, dans la zone urbaine, c'est un peu plus compliqué. Dans la zone rurale, c'est plus compliqué. Les zones urbaines, on peut envisager peut-être des fourgons-pompes qui peuvent effectivement maintenir ces gens à distance. Mais effectivement, dans la configuration de Saint-Soline, ça a été effectivement une difficulté. Puisqu'à un moment, lorsque vous avez des manifestants qui sont prêts à en découdre, il y aura effectivement des dégâts collatéraux de part et d'autre. Pour appuyer ce que dit mon camarade, le maintien à distance, ça c'est un vaste sujet. Les différents événements au cours des dernières années nous ont amené à perdre des moyens de force intermédiaires. Donc on a perdu les OF, et on a perdu des F4 qui, là, dans le cadre du maintien de l'ordre rural, nous auraient permis aux forces de l'ordre de pouvoir maintenir à distance ces manifestants. Voilà, donc au fur et à mesure des années, les forces de l'ordre sont moins bien armées pour avoir ce maintien à distance de nos adversaires. Et puis si je peux me permettre de compléter aussi, dans le cadre du maintien de l'ordre dans le milieu rural, nous avons aussi également perdu énormément de moyens que nous avions à l'époque pour la ruralité. Nous avions des véhicules qui nous permettaient d'être beaucoup plus mobiles. Aujourd'hui, bon, on a les quads qui reviennent, mais sinon on a toujours nos Irisbus. Le MO urbain, l'adversaire, il prend ce qu'il trouve sur le terrain et il s'en sert contre vous. Le MO rural, il l'amène. Et ça, c'est des choses qu'on a aussi du mal à gérer. Monsieur le Président, je voudrais intervenir pour les drones. On vient de parler de la perte des moyens. Nous avons perdu les drones pendant quelques années suite à des problèmes juridiques et réglementaires. Nous les avons retrouvés au 19 avril avec le décret sur la captation vidéo. À présent, nous pouvons effectuer du maintien de l'ordre avec nos drones. Alors, bien évidemment, nos drones sont là pour appuyer la manœuvre tactique, pour préserver la sécurité à la fois de nos adversaires et de nos troupes, puisque nous voyons un petit peu tout ce qui se passe pour pouvoir effectuer notre positionnement tactique. Malgré tout, il nous faut un arrêté préfectoral, donc dans le cas du MO, ça ne pose pas problème, bien évidemment. Donc ça, c'est une belle évolution, puisque nous pouvons les réutiliser.
et ça apporte de la sécurité, encore une fois, à tout ce dispositif. En revanche, concernant la partie judiciaire, on parlait du traitement judiciaire, nous n'avons pas encore de règlement qui nous permette d'utiliser nos drones au niveau judiciaire. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour la suite. Et également, à l'heure actuelle, pour faire du secours à personne, il nous faut aussi cet arrêté préfectoral, puisque le décret de la captation vidéo englobe le secours à personne. Donc ça, c'est un petit peu difficile à faire comprendre à notre concitoyen que nos drones ne peuvent pas décoller dans le cadre du secours à personne sans arrêté préfectoral, donc avec une perte de temps. Alors, dans le cadre du ressenti, donc je ne vais pas être dans la technique, mais dans le ressenti de beaucoup d'amis, j'ai une carrière de mobile et après une carrière de GD, donc j'ai la double vision. Il y a un danger quand même dans l'évolution, mais un danger certain. On vous a parlé de la perte. Le paradoxe, un petit peu à chaque crise, où il y a beaucoup de blessés d'un côté des manifestants et des forces de l'ordre, le rétexte est quand même à peu près toujours le même. On supprime des moyens. On supprime des moyens intermédiaires suite à des tragédies qui peuvent s'expliquer, tout ça. Je rappelle quand même que la force d'un pays comme la France par rapport à d'autres pays, c'était la graduation de la réponse en fonction de l'adversaire, puis c'est pas l'ennemi, ce sont nos compatriotes et nos citoyens qui sont face à nous. On remonte la force qu'on emploie, mais si on enlève les moyens, au bout d'un moment, il est difficile d'élever la force. Et là, on s'aperçoit typiquement sur ces 50 mètres, qui sont quand même le sujet crucial de ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Et quand on va au contact, qu'on le veuille ou non, à un moment, les hommes et les femmes qui composent ces forces de sécurité, et je leur rends hommage pour le sang-froid qu'ils ont eu, se sont vus mourir. Et quand des forces de sécurité se voient départies de leurs moyens et se voient mourir, on arrive à une chose, face à des armes, ça s'appelle la légitime défense. Donc il va falloir faire attention à ne pas supprimer, parce qu'on entend parler aussi de certaines, maintenant, les LBD, ce genre de choses, mais s'il n'y a plus d'armement intermédiaire, est-ce que le but, ça sera de mettre des forces de sécurité pour les faire se faire tuer? Parce qu'on le sait très bien que dans ces nouveaux groupes, on veut des blessés ou des tués pour être médiatisés, ce genre de choses. Ou est-ce qu'on va se retrouver sur de la légitime défense qui n'est pas digne d'un pays comme la France? Donc je pense qu'il va falloir rapidement trouver soit de nouveaux moyens, de forces intermédiaires que nous avons perdues, ou repenser certaines choses. Mais je pense que ça devient urgent, parce qu'en face, l'adaptation est permanente. On sait pertinemment que, par exemple, que la surprise pour les quads, prochaine fois, il n'y aura pas de surprise et il y aura une adaptation. Ils s'adaptent aussi. C'est un petit peu, j'aime bien imager, qui de la poule ou de l'œuf. Est-ce que la violence augmente parce qu'on a enlevé les moyens? On peut aussi se poser la question. Lorsque les personnes ne sont à 50 mètres, la violence lancée de l'acide à 50 mètres ou des bombes à 50 mètres à la main, c'est beaucoup plus difficile que lorsque vous vous retrouvez à 10 mètres. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir avoir une vraie réflexion pour remettre en place les moyens de mettre cette distance pour que la force, plus les personnes qui vous veulent du mal sont loin de vous, moins vous avez besoin d'utiliser de force brute. Voilà. Et moins qu'il y aura de blessés également dans les manifestants. Voilà, je voulais préciser cette vision qui me semble assez partagée. Merci beaucoup. Je vais juste laisser réagir monsieur le rapporteur qui souhaiterait avoir une précision. Oui, simplement de façon peut-être synthétique, redonner l'ensemble de ces moyens de mise à distance que vous croyez utile de réintégrer ou de développer pour l'avenir. De façon, voilà, dans les listants quasiment pour notre information. Oui. Alors la technologie évolue, donc il est évident, je vais prendre par exemple le cas des OF, avec malheureusement les tragédies qu'on a connues, on est capable certainement de faire des choses qui peuvent choquer et pousser avec moins de risques de blessures actuellement, donc il faut y réfléchir. Mais j'ai envie de dire, il faut y réfléchir vite. Parce que si on y réfléchit maintenant, le temps de le lancer, de le préparer, de lancer une fabrication, l'industrialisation, face à nous, ces groupes auront déjà évolué à de très nombreuses reprises, ont trouvé d'autres idées. Voilà. Alors je parle en toute liberté, comme on a toujours fait le groupe de liaison. Qu'on enlève l'OF à l'époque, il y a eu une incompréhension, tout le monde le sait, parce que on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus ça. Voilà, c'était ça le questionnement. Je rappelle qu'actuellement,
face à nous, nous avons des gens qui recréent à peu près la conception de l'OF avec des explosifs où ils rajoutent du shrapnel. Alors pour les connaisseurs d'un militaire, en gros, on a enlevé les grenades offensives aux forces de sécurité et on nous lance des grenades défensives avec des risques de blessures bien supérieurs. Donc il est urgent de trouver de nouveaux matériels, soit sur étagère, mais l'urgence est là avant qu'il y ait des tragédies qui se produisent. Et pour appuyer les propos de mon camarade, j'ai accueilli les gendarmes mobiles qui étaient en retour de Corse avec des blessés parmi les troupes, de jeunes gendarmes à peine sortis d'école qui ont été mis sur des maintiens de l'ordre de haute intensité avec donc des grenades artisanales qui ont par chance pas tué ces jeunes gendarmes. Et dernièrement avec les JNA, pareil, les manifestants qui lancent des grenades artisanales carrément à hauteur d'homme, donc des impacts et des effets de souffle qui ont des répercussions sur nos gendarmes. Hein. Il y a des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux avec de la chair enlevée là, sur un mollet d'un gendarme mobile. Donc c'est des gars qui sont sur Satori. Donc on a de la chance actuellement avec le nombre de blessés qui est pas que ça bascule pas au niveau de plus grave. Voilà. Je peux préciser également quelque chose, c'est que on a quand même une utilité pour l'armement intermédiaire type OF et type F4, en particulier en maintien de l'ordre rural. On le voit à Sainte-Soline. Si clairement on avait eu encore ces moyens intermédiaires, on aurait eu très peu de blessés, parce que ces moyens intermédiaires les auraient empêchés de se regrouper comme ils l'ont fait à Sainte-Soline, où ils étaient massifs, où ils étaient en bloc. Une simple OF sans faire de dégâts ou une F4 sans faire de dégâts physiques les aurait fait s'éloigner les uns des autres. Et donc ça aurait été beaucoup plus facile pour les forces de l'ordre d'agir. Et je tiens à préciser aussi, on parle actuellement d'armement, mais on a aussi une problématique de protection. C'est-à-dire que là, en gendarmerie mobile, on n'a pas de cagoule anti-feu, alors que la police en est dotée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'obtenir auprès de notre hiérarchie. Ça n'a pas l'air si facile que ça, puisqu'on ne l'a toujours pas. Donc une simple cagoule anti-feu, ça nous aiderait. Parce qu'actuellement, à Sainte-Soline, on avait quand même d'énormes brûlures. On a quand même des camarades qui ont eu 60 jours d'arrêt de travail à ce stade, rien que par les brûlures. Donc les brûlures, c'est quand même important et il y a des moyens simples de pouvoir les éviter. Merci. Juste un petit point que j'aimerais rajouter. Bon, je rappelle, bon, bien évidemment, tout le monde dans cette pièce le sait, l'un des principaux rôles et missions de la gendarmerie ou de la police dans ces cadres-là, c'est de permettre aux manifestants de manifester dans des conditions acceptables. La liberté de manifester, c'est inscrit en France et on ne peut pas y déroger, même si des fois les manifestations ne sont pas autorisées. C'est pas pour autant que c'est un délit de faire une manifestation. Le problème, c'est que cette montée en puissance de cette violence, avec une incapacité de maîtriser par manque de moyens intermédiaires, entraîne aussi, on en parle moins, on en parle même très peu, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a aussi des manifestants, des gens qui viennent en famille, alors moins peut-être sur ce cas-là, mais il y avait quand même des enfants et tout. Il n'est jamais bon de se retrouver pris entre le marteau et l'enclume de ces groupes-là qui balancent de l'acide à tout va et des pierres, où il y a effectivement des manifestants qui viennent exprimer leur désaccord ou leurs pensées, qui se retrouvent aussi blessés par ces groupes-là. Je pense que ça ne fait pas la une des journaux, mais il y en a quand même régulièrement. Et si on monte, si on les laisse monter dans un armement, une violence encore plus forte, c'est, à mon sens, le droit de manifester qui est mis en cause, tout autant que l'intégrité physique des forces de l'ordre. Si je peux résumer le propos de mes camarades, Monsieur le Président, on ne peut plus compter sur la seule chance au maintien de l'ordre. Il nous faut des équipements, comme ils vous l'ont dit. Oui, je passe la parole à Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Mais j'en profite pour vous poser cette question. Comment réagissez-vous par conséquent à ces commentaires qui consistent à considérer qu'il y a
une forme de militarisation du maintien de l'ordre, alors même que vous constatez la disparition d'un certain nombre de moyens intermédiaires, tout particulièrement. Comment vous réalisez sur ce débat brutalisation, militarisation? On a eu des auditions où ces mots ont été prononcés par un certain nombre de nos interlocuteurs, et donc je pense important que puissiez vous aussi répondre d'une certaine façon à ces observations. Quand vous parlez de militarisation, vous voulez l'adversaire, la montée en puissance de l'adversaire. Nous avons eu un certain nombre d'auditions, un certain nombre d'interlocuteurs dénoncent la militarisation excessive des forces de l'ordre et le fait qu'elles représentent un mode de brutalisation. Voilà, avec des personnes que nous avons pu auditionner, et parfois même, ce sont parfois même des parlementaires. Hein. Oui, juste pour compléter le propos de monsieur le rapporteur, c'est vrai que c'est du verbatim que nous avons, auquel, qui nous a été aussi présenté en commission. Donc c'est vrai que ça nous semble important que vous puissiez réagir à cela. D'ailleurs, le DGGN a réagi, d'ailleurs en expliquant très précisément quelle était la doctrine. Et donc, mais c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir aussi votre regard à ce sujet. Alors, sur un sujet grave, je me permets de sourire, parce que la militarisation du maintien de l'ordre en gendarmerie, je rappelle que la gendarmerie est militaire, et le maintien de l'ordre, in fine, a toujours été militaire. Et ce qui a été quand même assez unanimement reconnu dans les différentes crises, parce que la militarité, c'est pas simplement manier la force, c'est aussi un encadrement, une hiérarchie, une retenue, justement. C'est ce qui a permis cette progressivité, de ne pas se laisser aller des fois face à la peur qu'on peut ressentir, parce qu'on est tous des hommes et des femmes, on ressent cette même peur, une maîtrise de soi, un entraînement, une formation initiale. C'est ça la militarité et la militarisation. Mais la militarisation, elle a toujours existé en gendarmerie. Voilà. Donc effectivement, la question que posait mon camarade, c'est que la militarisation, elle se fait non pas dans le maintien de l'ordre, mais sur ces groupuscules qui amènent cette militarité, la dévoient dans le sens stratégique, préparation, entraînement. Mais chez nous, la militarité a toujours été là. Et c'est justement parce qu'on a cette militarité que certains moyens qui nous ont été enlevés, qui ont créé, je ne le nie pas, ça serait fou de vouloir le nier, certaines tragédies, ont toujours été utilisées de façon la plus posée possible. Mais je rappelle que quand même, toute utilisation de la force, quelle qu'elle soit, malheureusement, entraîne un risque de blessure ou de mort. Voilà, ça serait là aussi, il ne faut pas le nier. Le fait de tomber sur le sol, on l'a vu avec une dame, j'avais vu qui se cogne la tête, elle peut mourir. Voilà, c'est donc tout ce qu'on utilisera prêtera le flanc. Donc il faut utiliser de façon, c'est l'utilisation, c'est pas tant l'objet qu'on utilise ou l'arme qu'on utilise ou dans le maintien de l'ordre, c'est son utilisation, sa doctrine d'emploi. Et ça, je pense qu'au niveau gendarmerie, elle a été revue, elle est très cadrée. On rentre assez profond dans la granularité de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on conserve absolument cette militarité dans le maintien de l'ordre, mais effectivement, peut-être avec des moyens plus modernes, adaptés, et surtout qui bouchent les trous dans la raquette que nous avons actuellement, en particulier sur ces 50 mètres. Et je précise que, effectivement, moi, c'est plutôt une fierté d'être militaire dans ce cas-là. Hein. La militarité, c'est aussi le respect des règles. Donc, la gendarmerie respecte la doctrine, respecte le SNMO, et on en est plutôt fiers de pouvoir respecter ces règles-là. Hein. Et la preuve, qu'on n'en a pas parlé, on a très peu de mise en cause. La gendarmerie est très peu mise en cause dans son maintien de l'ordre. Et pourtant, Dieu sait qu'on fait du maintien de l'ordre depuis maintenant plusieurs mois de manière journalière et quotidienne. Donc voilà, on est plutôt fiers d'entendre ce terme militarité sur nos modes d'action. C'est vrai que je n'avais pas percuté un petit peu la subtilité, parce que pour nous, le mot militarité, ce n'est pas un gros mot. Alors ça peut être perçu par ceux qui ne vivent pas la militarité comme nous on la vit, comme effectivement quelque chose de monter en puissance, de quelque chose qui pourrait être dangereux, mais pour nous, on vit ça comme quelque chose de normal, d'organisé. C'est la conception que peuvent avoir effectivement les gens sur ce concept de militarité.
pour parler de cette militarisation, je pense qu'il va y avoir une incompréhension entre nous et le citoyen qui a utilisé cette expression, parce que nous, pour le coup, c'est plutôt un gage de choses faites dans le respect des règles, c'est-à-dire avec un encadrement, avec une formation, avec une déontologie, avec une rigueur. De notre point de vue, quand le travail il est bien fait, justement, il est militarisé, mais dans le sens positif de la chose, pas dans le sens agressif. Il faut bien différencier des formations comme la gendarmerie dite rattachée aux armées. Il y a paix, crise et guerre, et quand on est dans le cadre du maintien de l'ordre, on est éventuellement dans une cas de crise, mais on n'est pas dans une militarisation de guérilla ou de guerre. Voilà, c'est au contraire, pour nous, de notre point de vue, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y aura une incompréhension totale entre nous et celui qui a dit ça. Cette militarisation des process est plutôt une garantie qu'il n'y ait pas de débordement et que ce ne soit pas du tout anarchique et incontrôlé. Si vous me le permettez, juste pour prolonger effectivement ce qu'a pu dire monsieur le rapporteur, c'est vrai que l'une ou l'autre fois, les propos qui ont été utilisés étaient de dire que, en réalité, c'est le maintien d'ordre s'apparenterait de plus en plus du côté des forces de l'ordre à des dispositifs, cette fois-ci, de guerre. Donc, comment vous réagissez par rapport à ça? Parce que par rapport notamment aux équipements dont vous disposez, ça semble être un peu en décalage. Alors, après, quand on a vu les événements de Saint-Soline, alors je ne vais pas dire qu'on peut assimiler à une situation de guerre, mais on n'en était pas loin. Donc ça veut dire que derrière, face à des gens qui sont extrêmement agressifs, qui veulent en découdre, voire qui veulent peut-être tuer des forces de l'ordre, bien évidemment, les forces de l'ordre montent d'un cran également. Il y a une espèce de montée crescendo de part et d'autre, mais force doit rester à la loi. Je veux dire, il y a un moment, si en face de vous, vous avez des gens qui sont calmes, forcément les forces de l'ordre sont à l'image je dirais, des manifestants calmes. Si les manifestants montent en crescendo en violence, il est bien évidemment qu'on doit contenir cette violence, et bien évidemment que les moyens utilisés sont beaucoup plus, je dirais, comment dirais-je, plus imaginés à effectivement la militarité, et ça c'est évident. Oui, la gendarmerie est évidemment une force armée, donc on a des équipements de guerre, heureusement, puisqu'on doit être prêt à réagir pour défendre le territoire, notamment dans le cadre de si jamais on était envahi ou si jamais on devait se projeter en OPEX ou à l'étranger. On a des camarades qui étaient en Ukraine lorsque l'invasion a eu lieu. Évidemment, heureusement pour eux, ils avaient de quoi se défendre au cas où. Maintenant, ça ne doit pas faire peur. Ça fait partie de notre travail, de notre métier, de notre formation, d'être équipé pour cela. Oui. Je renverrai ces personnes qui pointent du doigt cette violence et ce côté militaire guerrier du maintien de l'ordre. J'ai envie de leur dire de regarder un petit peu les médias, de regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Sauf erreur de ma part, il y a quand même très longtemps en France qu'on ne tire plus à balles réelles sur les manifestants. Et c'est justement grâce aux armes intermédiaires que qui ont été mis en place et que l'on est en train progressivement de nous enlever. Voilà. Donc, oui, si on était ce qui est décrit par certaines personnes, des hordes assoiffées de sang et de violence, le maintien de l'ordre serait extrêmement simple, puisqu'il suffirait d'utiliser un armement classique. Voilà. Mais c'est pas ça le maintien de l'ordre. C'est pas ça. C'est permettre la liberté de chacun. Neutraliser en essayant de ne pas le blesser. Le but n'est pas de blesser quelqu'un, même s'il est violent face à vous. Tout ce qui est mis en place, quand on regarde ce qui est mis en place, c'est faire en sorte qu'il ne puisse plus vous attaquer, mais en aucun cas lui porter tort et le blesser. C'est pas le but. C'est pas le but. Vous prenez toutes les armes intermédiaires, ça serait beaucoup plus simple. On peut créer très facilement. Il suffit de demander à un industriel pour vraiment blesser quelqu'un, lui casser une jambe. C'est pas du tout le but. Ça peut se produire parce que face à des gens équipés, protégés, il faut qu'il y ait un certain impact pour les stopper, avec ce risque de blessure, mais jamais, au grand jamais, sinon je ne reporterai pas cette tenue, j'ai déjà entendu donner un ordre d'aller blesser quelqu'un face à nous, même si lui, c'est son but. Jamais je ne l'ai entendu. Oui, je voulais juste rappeler que le principe pour nous, c'est la désescalade. C'est pas d'aller augmenter le niveau de violence. Bien au contraire, on doit rétablir l'ordre et le maintenir.
Et pour ça, c'est la désescalade. Une de nos forces, c'est de s'adapter. Et justement, je pense que ce serait inverser le problème que de penser qu'on s'est d'abord militarisé. Et en fait, c'est juste une réponse et on s'adapte à la violence qu'on rencontre. En fait, c'est ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, je pense. C'est bon, est-ce que l'un d'entre vous souhaite encore intervenir? Dans ce cas-là, je vais passer la parole aux collègues. J'ai une demande de prise de parole de Monsieur Vincent Day, donc je vous passe tout de suite la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vous m'excuser pour mon retard. Simplement, en fait, quand on vous écoute, on le voit de toute façon. Vous avez depuis quelques années une montée en puissance et une montée de la préparation des personnes que vous avez en face. Et dans le même temps, on le voit depuis 2014 avec la mort de Rémi Fraisse, de mémoire, et c'est le début de l'interdiction de la grenade type F1, où vous, dans le même temps, alors que vous avez une augmentation de la préparation et de la violence en face de vous, on commence à vous, entre guillemets, à vous déséquiper, c'est ce qu'on entend. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose dans l'arsenal qui peut être aussi efficace que la F1 ou est-ce que pour vous, il faut revenir sur ce type d'équipement pour justement maintenir à distance les personnes qui veulent attenter à votre intégrité physique? Est-ce que pour vous, il faut revenir à un équipement de ce type pour être plus efficace face à la montée en puissance et à la montée de la violence que vous avez en face de vous? Monsieur le député, bon, la difficulté, c'est que nous sommes que, et déjà beaucoup, les représentants du corps social. Je n'ai pas la technicité pour vous répondre. J'ose espérer qu'on peut avoir le même effet, comme je disais tout à l'heure, de cette arme que nous avons enlevée, intermédiaire, avec peut-être plus de sécurité pour celui qui va subir son impact. Voilà, je le souhaite. On en a discuté, enfin, des dernières, je compte sur les camarades, si je me trompe, il y a des études, il y a des en permanence, on teste des choses. À Saint-Astier, par exemple, en permanence, il y a des tests pour voir ce qui peut être utilisé, ce qui peut le moins blesser, parce que ça rentre dans le cadre, hein, bien évidemment. Hein. On ne choisit quelque chose que si on sait qu'il n'y a pas un risque létal à chaque fois qu'on va balancer quelque chose dans une manifestation. Donc, on ne pourrait pas être catégorique à dire on veut l'ancien matériel que nous enlever. Voilà, on a l'espoir que la technologie nous permettra d'avoir les mêmes effets avec moins de risques de blessures. Quant à vous dire si on l'a sur les étagères, je n'ai pas connaissance, quoi. Oui, juste pour préciser, on a effectivement quelques grenades, notamment dites de désencerclement, qui peuvent nous être utiles. Maintenant, clairement, ce qui nous manque actuellement, ce n'est pas forcément les grenades offensives ou les F4 comme on avait avant, qui avaient un impact fort. Maintenant, c'est des grenades avec des souffles. Un souffle, déjà, nous aiderait à repousser l'adversaire. Nous avons besoin de, comme on l'a expliqué depuis le début, hein, de gagner en distance. Plus on repousse l'adversaire, moins on a besoin de contact. Et moins on a de contact, moins on a de risque de blessure, aussi bien pour nos camarades que pour l'adversaire. Donc c'est vraiment ça qui nous manque, c'est vraiment d'avoir un matériel qui permette de souffler l'adversaire et de le repousser. Parce qu'on a bien vu que la limite du gaz lacrymogène est très vite atteinte dans ce genre de manifestation. Et la difficulté qui tendrait, alors c'est une réponse personnelle, à dire qu'il ne faut pas reprendre juste ce qu'on nous a enlevé, parce qu'en face à nous, maintenant, il y a une difficulté supplémentaire. Tous ces groupes peuvent exercer leur violence parce qu'en fait, ils se protègent derrière la liberté qu'on essaye de défendre, c'est-à-dire au milieu de gens innocents. C'est-à-dire que lorsque je vais manifester, quelle que soit la raison, des fois en famille, je suis beaucoup moins protégé que ces groupes qui sont casqués, masqués, avec des protections, des jambières, ce genre de choses. C'est-à-dire que le matériel qu'on va utiliser pour le repousser, comme ils sont mélangés aux autres, il faut qu'on prenne en compte qu'il va falloir en même temps qu'ils repoussent des gens équipés et protégés, sans risque de blessures trop graves, non volontaires, sur des gens qui, eux, ne le sont pas. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que lorsqu'à l'époque, vous aviez une foule homogène de manifestants qui soit étaient pacifistes tous, enfin pacifiques tous, ou tous un peu énervés. On se rappelle du temps de par mon grand âge, des manifestations avec les marins-pêcheurs qui pouvaient être assez joyeuses, voilà, où il y avait des costauds, mais voilà. Mais au milieu, c'était tout le monde était face à face, il n'y avait pas ce mélange qui rend très difficile le maintien de l'ordre. Alors,
Vous avez raison, il faut qu'on réfléchisse pour savoir comment on peut tenir à distance, parce que ça, je pense que c'est là, effectivement, qu'on évite les drames. Il ne faut pas s'interdire de réfléchir et de savoir ce qui se passe aussi au-delà des frontières de la France. Alors, certes, les cultures ne sont pas forcément les mêmes, mais je sais que le maintien de l'ordre allemand, ils ont des brigades canines, quelquefois dans les escadrons, qui permet effectivement de maintenir à distance un certain nombre de manifestants. Alors moi, je le vois, par exemple, dans les interventions hors maintien de l'ordre, lorsque vous avez effectivement vous intervenez sur une situation qui est un peu compliquée, que vous avez un maître chien, tout de suite, il y a une espèce de réaction immédiate de celui qui est effectivement agressé, qui sait qu'effectivement le chien est là. Donc ça, c'est peut-être aussi des concepts à réfléchir. Alors, je sais qu'en Allemagne, ça existe. Est-ce qu'en France, ça pourrait le faire? J'en sais rien, mais il ne faut rien s'interdire de réfléchir sur ce qui se passe aussi parmi les pays européens. Pour apporter une précision à votre question, pour moi, elle est double. Il y a la question de détenir un équipement qui permettrait de repousser les gens qui voudraient venir au contact de manière trop agressive. Et puis, la deuxième partie de la question, c'est l'emploi de ces moyens. Il est bien évident que si on ne dispose pas des moyens, le jour où on devra l'utiliser, il manquera. C'était rappelé, la gendarmerie est une force militaire. Son savoir-faire, son professionnalisme en matière de l'ordre est quand même reconnu et établi. Et comme un de mes camarades l'a justement rappelé, nous disposons en dotation d'équipements qui vont bien au-delà du seul besoin du maintien de l'ordre. Pour autant, on n'utilise pas. Mais ne pas le détenir nous privera d'un emploi si le cas se présentait. J'ajouterais, oui, je vous en prie. Oui, j'ajouterais d'ailleurs, et c'est une des réflexions ces derniers mois ou ces dernières années maintenant à la garde républicaine, avec les événements du Capitole, on voit bien qu'on peut avoir des choses qui démarrent sur une problématique d'ordre public, mais qui peut aller à un niveau de paroxysme de la violence ou d'un autre cadre d'engagement, et de là le panel complet d'équipements. Très bien. Il y avait une demande de parole de Madame Diaz, de Monsieur Taverne et de Monsieur Madès. Donc, commencez par Madame Diaz. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Moi, je voulais commencer par vous remercier pour la clarté des propos que vous avez tenus, qui sont sincères, qui sont poignants, et grâce auxquels nous avons pu saisir toute l'importance de vos missions, c'est-à-dire celles que vous avez l'habitude d'exercer, mais aussi les nouvelles, notamment, vous l'avez évoqué, celle de la lutte contre l'immigration irrégulière, la résistance dont vous devez faire preuve face à la médiatisation des faits de violence. Vous devez aussi faire face à des personnes qui repoussent les limites de la violence, et tout ça dans un contexte particulièrement difficile qui se déroule notamment dans le cadre de journées à rallonge. Donc en fait, cette crise permanente que vous avez décrite débouche incontestablement sur du stress, de la fatigue, de la lassitude. Et donc moi, je voulais savoir si, donc, dans ce contexte difficile, dans le cadre de la dégradation de vos conditions de travail, est-ce que vous constatez à la fois le déficit d'attractivité de votre profession, ensuite la difficulté de fidélisation des effectifs, et enfin l'augmentation des démissions. Et même si je m'attends un petit peu à votre réponse, je voudrais recueillir vos idées pour inverser la tendance. Donc, vous avez parlé qu'en diminuant les mises en danger, notamment grâce au maintien à distance, ou alors pourquoi pas de l'appel à un maître chien, ça pourrait contribuer à vous faire sentir plus en sécurité, mais j'aurais voulu avoir un certain nombre d'exemples supplémentaires pour que vous puissiez à nouveau exercer votre métier difficile et respectable dans de meilleures conditions. Oui, merci pour cette question. Effectivement, nos conditions de travail ne sont pas toujours évidentes. Maintenant, on va pas non plus noircir le tableau. On ne se plaint pas toujours. On fait un métier par passion, on fait un métier par envie de bien faire et de défendre les Français. Donc c'est ce qui nous motive. Maintenant, effectivement, il serait naïf de ne pas constater qu'on a des départs au sein de la gendarmerie, qu'on a des difficultés de recrutement. Alors ce n'est pas dû uniquement à nos conditions de travail, même si ça y contribue certainement. On a
aussi le secteur privé qui attire énormément, notamment la police municipale, avec des contraintes moindres pour nos camarades. Donc on a beaucoup de camarades qui vont évidemment aller vers les contraintes plus faibles avec un salaire identique, plutôt que de rester dans la difficulté permanente. Maintenant, les solutions, il faut tout simplement donner envie à nos jeunes de nous rejoindre et donner envie à nos anciens de rester. Donc tout ça, ça se fait évidemment de manière financière, mais ça se fait aussi par de la reconnaissance, comme on l'attend tous. On est militaire, on attend tout simplement qu'on nous dise merci quand on a bien travaillé, qu'on nous récompense quand on a bien travaillé, et que ça se voit à la fois sur notre fiche de salaire, mais également des récompenses plus symboliques, comme le sont les médailles ou ce genre de choses qui comptent toujours dans la vie d'un militaire. Pour ajouter un petit point, enfin, sur l'attractivité et les difficultés peut-être à recruter aux personnes qui partent. Alors, le recrutement, l'attractivité, c'est multifactoriel, hein, effectivement, les conditions de travail et tout ça. Je rappellerai par exemple qu'après l'émotion des gros attentats que nous avons eus, on n'a jamais eu autant de personnes qui voulaient être réservistes gendarmerie ou qui ont voulu s'engager, qui ont voulu... voilà, et après les choses changent, ça c'est comme ça, c'est humain, j'ai envie de dire. Par contre, il y a un vrai problème sous-jacent à votre question, c'est que cette attractivité, quels que soient les moyens, comme ils ont été désignés par mon camarade, financiers, autres, reconnaissance et tout, c'est crucial. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui fait la qualité des hommes et des femmes que vous allez retrouver sur le terrain? C'est ça, une sélectivité. Dès le moment où je suis obligé de choisir une personne sur 10 au lieu d'une personne sur 20, malheureusement, on a un risque de baisse de qualité de gens que nous ferons rentrer dans nos rangs. Actuellement, nous arrivons à maintenir un haut niveau de sélectivité, mais c'est vrai qu'il va falloir continuer et préserver cette attractivité sous peine de voir baisser cette sélectivité qui aura des conséquences sur les gendarmes futurs qui seront dans nos rangs. Donc c'est crucial. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Taverne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mon général, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les sous-officiers. Alors, comme ma collègue Edwige Diaz, bien évidemment, je ne peux pas commencer mon allocution sans une nouvelle fois vous réitérer tout notre soutien, notre amitié. Vous faites un métier extrêmement difficile au service des Français. La sécurité, c'est la première des libertés. Donc, merci vraiment pour votre engagement au quotidien pour les Français. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs sujets. Le premier, c'est cette fameuse technicité du maintien de l'ordre. Et donc, j'avais d'ailleurs plusieurs réponses auxquelles vous avez déjà répondu, puisque j'avais interrogé justement le directeur général de la gendarmerie nationale lors d'une dernière audition, à savoir l'utilisation des moyens intermédiaires. Parce qu'effectivement, l'honneur de la France, et c'est la raison pour laquelle elle exporte ses techniques dans le monde entier, et vous avez eu raison de dire que certains groupes politiques parlent de maintien de l'ordre, ils ne connaissent même pas le maintien de l'ordre, surtout vous faites 200 km, ils vont au contact. Donc si vous allez au contact, forcément il y a des dommages collatéraux. Et là-dessus, justement, cette technicité française fait l'honneur de notre pays. Alors, effectivement, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir un moratoire justement sur l'évolution des moyens intermédiaires qui ont été supprimés? On parle de l'OF, on parle de l'AGI, de la GLI. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense est-ce que vous pensez qu'il faudrait réintégrer ces équipements, puisqu'il y a eu malheureusement Rémi Fraisse qui a retiré l'OF. Il y a eu également la GLI qui ont blessé certains manifestants qui ont voulu récupérer cette grenade. Donc, et c'est vrai que pour maintenir à distance, il faut conserver ces moyens intermédiaires, puisque quand on va à Sainte-Soline, 5000 utilisations, en tout cas 5000 grenades lancées, 5000 grenades lacrymogènes, 80 des encerclements. Donc il y a vraiment un écart conséquent. Donc je pense que, est-ce qu'à votre avis, si on avait utilisé beaucoup plus de moyens intermédiaires, genre grenades des encerclements, ou alors LBD, il y aurait eu moins de blessés parmi les forces de l'ordre? Maintenant, je voudrais également parler sans rentrer dans la polémique, des ordres qui sont donnés.
puisqu'il y a le schéma national du maintien de l'ordre, mais dès qu'il y a la constitution d'un Black Blocs, ou alors la constitution d'un groupuscule violent parfaitement identifié. Est-ce que on vous dit d'attendre, d'être plutôt sur une phase défensive, ou alors est-ce que vous avez la possibilité d'aller d'initiative, aller à l'impact, c'est-à-dire que justement pour désorganiser ce Black Blocs. Ensuite, pour terminer là-dessus, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, à Sainte-Soline, est-ce que la présence d'élus sur le territoire, d'élus pendant la manifestation, a considérablement désorganisé les groupes? Parce que forcément, il y a derrière un aspect psychologique. Quand on a un élu avec une écharpe, lors d'un maintien de l'ordre, quand il faut aller intervenir ou lancer une grenade ou tirer au LBD avec un élu présent sur place, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et est-ce qu'à votre avis, les peines complémentaires prononcées par les juges, c'est-à-dire une interdiction judiciaire de paraître, pourraient avoir une efficacité? C'est-à-dire que nous avons parfaitement identifié les éléments radicaux, les éléments violents. Et est-ce que vous pensez justement que la justice, et notamment ces peines complémentaires, auraient une efficacité, c'est-à-dire permettrait que les manifestations se déroulent, on va dire, plus pacifiquement? Je vous remercie. Et merci, monsieur le député, pour vos questions qui sont très vastes. Alors, pour les moyens intermédiaires, nous ne sommes pas naïfs, nous ne croyons pas à un retour ou à un moratoire. Ça serait compliqué, ça serait peut-être aller contre le passé. Maintenant, nous pensons qu'effectivement, il faut travailler sur des moyens intermédiaires, des moyens nouveaux, des moyens qui se complètent. Hein. On a parlé effectivement des grenades de désencerclement. C'est certainement la solution. Effectivement, à Sainte-Soline, alors moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que vous. J'étais plutôt sur 3000 lacrymogènes que 5000, mais peu importe. Effectivement, on a utilisé beaucoup de lacrymogènes pour peu d'efficacité, puisque dans un terrain assez vaste, avec des gens qui sont protégés, c'est compliqué d'utiliser la lacrymogène. Donc effectivement, ces moyens intermédiaires doivent être, entre guillemets, plus utilisés, mais pour ça, il ne faut pas que le gendarme ou le policier ait peur de l'utiliser, peur qu'on lui reproche d'utiliser ces moyens. Hein, on a vu sur les gilets jaunes, clairement, utiliser certains moyens étaient tout de suite montrés du doigt, et c'est compliqué d'expliquer à nos camarades qu'en faisant leur métier, ils soient mis en cause. Maintenant, pour les ordres donnés, évidemment, on attend les ordres, nous sommes militaires, c'est notre manière de faire, manière de fonctionner. Maintenant, en cas de danger de la troupe, évidemment, nous avons l'initiative d'agir pour ne pas que la troupe soit menacée. Donc c'est évidemment une sorte de légitime défense de la troupe. Et d'initiative, nous pouvons bouger, nous pouvons nous défendre si nous avons évidemment des coups à recevoir et que la situation n'est pas tenable. La présence d'élus, pour continuer sur vos propos, n'est pas pour moi une problématique, bien au contraire. Pour moi, les élus sont des manifestants ou des personnalités comme les autres. On protège les gens qui manifestent légitimement. Les élus, en général, à moins qu'ils soient pris à partie par les manifestants, ne constituent pas une gêne supplémentaire. C'est une personne qu'on va évidemment prendre en compte, mais comme on pourrait prendre un enfant ou comme on pourrait prendre une personne âgée dans une manifestation de manière un peu plus peut-être sensible médiatiquement, mais la manœuvre reste la même, ce n'est pas une gêne. Et enfin, pour terminer sur vos peines complémentaires, avant de laisser la parole à mes camarades s'ils le souhaitent, pour moi, c'est évidemment un outil supplémentaire qui peut avoir du sens. Le fait d'éloigner quelqu'un qu'on sait dangereux et qu'on sait potentiellement qui peut nous mettre en difficulté lors d'une manifestation, qui peut avoir un impact sur les autres manifestants, oui, évidemment, c'est quelque chose qui, à mon sens, doit être étudié et peut avoir du sens. Député, je rebondirai un petit peu. On a beaucoup parlé des 50 mètres, mais en effet, c'est toute une manœuvre en profondeur et on rejoint la désescalade, tout un travail de renseignement en amont
plus on peut neutraliser en amont, en l'empêchant de venir, en ayant quelques outils législatifs, juridiques, un petit peu comme dans le domaine du stade, par exemple, des interdictions de stade, mieux c'est. Donc c'est vraiment un travail avec les structures juridiques, et ça peut être un travail depuis des semaines, des jours d'avant, le domaine du renseignement, jusqu'aux 50 mètres finalement. Après, dans les outils, et il y a les outils, mon camarade en a parlé tout à l'heure sur les enquêtes judiciaires derrière, il faut des outils, mais il faut des outils réalistes et pragmatiques. C'est pas la peine qu'on ait quelque chose au code pénal ou au code de procédure pénale qu'aucun enquêteur ou qu'aucun magistrat pourra mettre en œuvre. Si vous me permettez de rebondir sur les élus, c'est du travail de l'avant. C'est vraiment en amont que c'est fait ça. Et c'est fait par la gendarmerie départementale. Aujourd'hui, une brigade de gendarmerie connaît tous ses élus. Elle voit ses maires, pas quotidiennement, mais au moins toutes les semaines. On les appelle, on va à leur contact. Donc si un élu est amené à aller sur une manifestation, automatiquement, la brigade locale sera au courant. Parce que l'élu devient un ami. C'est important pour nous. Donc à partir du moment où l'élu sera au sein de la manifestation, on aura un allié avec nous. Donc on pourra avoir du renseignement. Là, au niveau rural, le maire, la place du maire est très importante pour le gendarme départemental. C'est vraiment un interlocuteur privilégié. Et nous, on le voit très souvent. Donc c'est sûr que s'il est amené à y être, automatiquement, nous, on sera au courant. Oui, je voudrais revenir sur une des questions que vous avez posées, qui m'est très intéressante. C'est lorsque les Black Box se mettent en place, comment ça se rassembler, pourquoi d'un coup, j'ai envie de dire sans ordre, sans rien, on n'agit pas. Mais c'est là toute la question, c'est ça justement. La force, quand on parlait de la militarisation du maintien de l'ordre, c'est qu'elle va être de plus en plus nécessaire de respecter les ordres. Pourquoi? Parce que maintenant, on est en 3 dimensions. En particulier sur ces manifestations, il y avait des drones qui étaient utilisés pour mettre en place des stratégies, des fronts, des ouvertures, où on envoie, on attaque les forces de l'ordre pour provoquer une réaction et ouvrir d'autres flancs. Lorsqu'on est au sol, très honnêtement, on a envie d'agir quand on voit ce qui se passe. Mais c'est faire leur jeu. On ne peut plus, on n'a plus la possibilité maintenant, vu les stratégies qui sont mises en face, de réagir sans avoir quelqu'un qui a une vision plus large de la situation et de la stratégie qui est mise en place par l'adversaire. Voilà. Mais effectivement, c'est le sentiment que peut avoir, mais il faudra surtout l'écarter. Voilà. Et l'interdiction de paraître, je voulais revenir dessus. Oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle. Sinon, on l'aurait déjà appliqué depuis très longtemps. Et l'interdiction de paraître sur certains personnages un peu emblématiques. Mais je rappellerai quand même que l'interdiction de paraître n'a de sens que si on peut l'appliquer et vérifier qu'elle soit appliquée. Si on craint encore un surcroît de travail au sein des forces de sécurité, où il faudra soit des personnes qui constatent sa présence ailleurs qu'aux manifestations. Voilà. Donc on pourra le faire sur un nombre limité. C'est une réponse qui peut être intéressante mais limitée et qui doit se rajouter à d'autres solutions à présenter. Oui, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour que M. Madès puisse également Oui, ce sera très rapide. Rapidité, efficacité. Quand je parlais des élus, clairement, je parlais de la NUPES. Certains élus présents à Sainte-Soline avec une écharpe, est-ce que justement ça a eu un impact psychologique sur les gendarmes? Parce que quand on est pris sous le feu, notamment par des individus radicaux, extrêmement violents, qui vous balancent des objets perforants, tranchants, contondants, peu importe, et que vous avez une idée de manœuvre, mais que vous avez un élu avec une écharpe, est-ce que justement, là-dessus, il y a une réticence de la part des militants de gendarmerie de pouvoir intervenir avec efficacité et objectivité? Oui, donc je réitère mes propos, monsieur le député. Non, il n'y a pas de difficulté. Pas de difficulté, ils sont dans leur rôle de député en l'occurrence. C'est pas une problématique pour nous. C'est quelque chose que l'on prend en compte dans le maintien de l'ordre. C'est quelque chose dont il faut avoir connaissance. Maintenant, c'est pas une difficulté puisque le gendarme agit exactement de la même manière, qu'il y ait des représentants de la loi ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des caméras ou qu'il n'y en ait pas.
voilà, on respecte la loi, on respecte les schémas, nos doctrines. Donc voilà, et pour nous, il n'y a aucune difficulté à faire notre travail normalement, quel que soit le spectateur ou celui qui nous observe. Oui, je rejoins mon camarade, ça n'apporte pas de difficulté supplémentaire, d'autant plus que, j'ai envie de dire, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que dans des temps anciens, c'est déjà produit que des hommes politiques, des députés se joignent à des manifestations, mais pourquoi? C'est pour attirer la médiatisation. C'est ça le but, en fait. C'est pas pour modifier, la présence d'un élu ne va pas modifier fondamentalement. Sauf que la médiatisation sur des scènes telles que nous avons vécues là-bas, c'est la base même de cette violence qui est faite pour médiatiser. J'ai envie de dire, présence d'élus ou pas de présence d'élus, c'est exactement la même chose. Il y aura des caméras, c'est filmé de partout, chacun filme avec son téléphone, les meilleurs moments sont envoyés sur les réseaux sociaux. Ça ne modifie en rien notre action, très clairement. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Madès. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, merci de vous présenter à nous. J'en profite pour remercier l'ensemble des forces de la gendarmerie présentes sur nos territoires, qu'elles soient mobiles ou territoriales, sur les brigades, parce qu'on en a besoin au quotidien. Quatre petites questions de mon côté. Je vais changer rapidement de sujet, revenir au début de cette commission, de cette audition, sur l'effet de foule. Quelle est vraiment aujourd'hui l'étude qu'on peut faire sur l'effet de foule? On l'a vu avec les Gilets jaunes, j'extrapole volontairement, dans certaines manifestations, avec des personnes qui se sont lancés parce que consommation d'alcool, consommation de psychotropes parfois, et l'effet de foule les a fait basculer dans la violence. Même si je pense qu'au début, quand on va dans certaines manifestations comme celles qui sont interdites à Sainte-Soline, logiquement, on sait à peu près qu'il y a des risques potentiels et de dérapage et de violence. Donc voir quel est l'effet de foule aujourd'hui et comment pouvoir peut-être contenir ça, parce qu'on a vu à plusieurs reprises que c'était très compliqué, malgré d'autres commissions d'enquête, d'ailleurs sur le maintien de l'ordre au mandat précédent auquel j'avais participé aussi. Comment considérez-vous aussi, potentiellement, parce que je veux pas, on est en commission d'enquête, on fait attention à ce que nous disons, les personnes qui organisent et qui accompagnent à l'organisation de manifestations dites interdites, tout en sachant que derrière, il y aura de la violence, parce qu'on a pu voir sur certains réseaux sociaux ou autres des appels potentiels à la violence et à utiliser tout moyen possible pour démontrer la contestation envers quoi ils étaient venus manifester. Donc, comment voyez-vous la chose? Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la complicité à la violence? Ou alors que le fait juste d'aider à organiser ces manifestations les dédouane de toute responsabilité sur les violences commises? Pensez-vous que la mise en scène, justement, de la violence sur les réseaux sociaux et l'appel à légitimer la violence, parfois par des responsables politiques, des responsables syndicaux, des responsables de milieux associatifs ou des responsables de groupements de faits, est peut-être considéré comme de la violence, de la complicité à de la violence réelle, étant donné qu'on le voit, ça a été parfois légitimé sur les réseaux sociaux. Parfois, on nous explique que la violence est légitime face à la violence sociale et la violence de l'État français et de la gendarmerie ou de la police. Donc, quel est pour vous votre point de vue sur cette complicité potentielle, ou si d'après vous ce n'est pas exploitable en l'État? Et le dernier point, c'est comment interprétez-vous les conseils et les propositions d'accompagnement qui sont faits sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai été choqué par ça, en ouvrant Twitter avant des manifestations ou après des manifestations, par des personnes qui expliquaient comment ne pas répondre aux agents de police et de gendarmerie, comment potentiellement prendre une destination pour éviter de se faire attraper, comment s'habiller pour ne pas être reconnu ou se faire attraper, qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir ou avoir sur soi pour pouvoir répondre en cas d'attaque de la police ou de la gendarmerie, parce que les choses, bien entendu, sont inversées. Donc voilà, voir un peu quel est votre point de vue sur ces personnes qui passent leur temps, justement, à distribuer ce genre de conseils sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et qui ne vous aident pas, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, malheureusement, à chaque fois, vous êtes dans l'obligation d'évoluer dans le maintien de l'ordre, parce qu'ils s'adaptent aussi, et qu'à partir de là, comment on peut faire pour réagir, et justement, ne pas en dire trop non plus, vu qu'on est en commission d'enquête et que c'est public, et de faire attention à tous nos propos. Merci beaucoup. Donc, je vous passe la parole. Merci, pour que vous Monsieur le puissiez Président. répondre à ces différents éléments. Si vous permettez, je vais juste répondre sur la première question, sur l'effet de foule, et après je laisserai mes camarades répondre sur les autres points. Effectivement, on a dans nos forcément des gens qui se laissent entraîner, qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas venus là pour casser et qui malheureusement basculent. Donc c'est à nous de prendre le temps dans ces cas-là mais comme on le fait avec les manifestations et les manifestants classiques qui sont venus là en famille, qui sont venus là
faire leurs droits légitimes, de prendre le temps de les séparer des casseurs ultra qui, eux, vont nous poser beaucoup plus de problèmes puisqu'ils sont armés, puisqu'ils sont mieux entraînés, qu'ils se parlent entre eux, etc., qu'ils sont organisés. Celui qui va se laisser entraîner va être un petit peu un électron libre, et si on l'isole, on pourra le traiter relativement facilement. Donc c'est à nous de prendre le temps, aux forces de l'ordre, de prendre le temps de le traiter, de l'isoler, et ensuite on pourra le rendre inoffensif. Maintenant, dans tous les cas, il y a effectivement la réponse pénale qui doit être à la mesure de la faute s'il y a faute, et ça évitera les récidives. Si évidemment il y a une sensation d'immunité ou d'impunité, là on aura un problème dans le temps qui se répétera, et là on aura de plus en plus de problèmes avec ces gens qui vont s'agréer avec nos casseurs et nos ultras. Voilà, je laisse mes camarades répondre sur les autres points, ou sur ce point-là, si tu veux. Pour prolonger le propos de mon camarade, c'est vrai que l'effet de foule, dans ces manifestants, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient là uniquement pour casser, pour en découdre avec les forces de l'ordre, mêlés avec des gens qui étaient légitimement venus porter une cause qui leur tient à cœur. Alors, la difficulté, c'est de savoir, nous, quels sont ceux qui viennent en découdre et quels sont ceux, effectivement, qui sont là pour porter une cause qu'ils considèrent comme légitime. L'effet de foule, je dirais que c'est aussi un mécanisme psychologique. Moi, dans ma carrière, je me suis rendu compte que quelquefois, des gens qu'on identifie comme socialement bien établis réagissent de manière insensée. Pourquoi ils réagissent comme ça? Je dirais que la réponse pourrait peut-être vous être apportée par un psychologue, parce que nous, effectivement, on le constate. Mais pourquoi des gens, à un moment, qui arrivent pour porter une cause qui leur tient à cœur, se mettent à devenir aussi violents que des gens présents qui, eux, ne sont là que pour la violence? C'est un phénomène qu'on rencontre effectivement, et à Sainte-Soline, ça a été le cas. Il y avait des gens très certainement qui étaient là pour manifester pour des raisons qui les regardent, et qui se sont vus un peu embarqués dans cette violence aux côtés des gens qui étaient là uniquement pour la violence. Ça c'est vrai que c'est un constat. Après, vous avez parlé effectivement ceux qui utilisent les réseaux sociaux, parce que c'est un peu ça, pour accentuer la violence. Alors nous, on ne peut que le déplorer, puisque bien évidemment, appeler à la violence à travers ces réseaux sociaux, ça peut effectivement que exciter, je dirais malheureusement, les gens qui sont très perméables à ce genre de messages. Je dirais que c'est le fait de société aujourd'hui, et on le constate malheureusement comme tout le monde, et derrière, on ne fait que le subir. Ça, c'est évident. Oui. Alors, je voudrais préciser sur votre questionnement sur les gens qui légitiment, le terme que vous avez employé, qui légitiment la violence, qui l'encensent parfois, qui soit politique ou pas, hein, ça peut être n'importe qui, les citoyens lambda ou... Hein. J'ai envie de dire, pour le coup, nous, c'est assez facile. Nous avons deux ouvrages de référence qui sont le code pénal et le code de procédure pénale. Soit ça rentre dedans, soit ça n'entre pas dedans. Et là, pour le coup, c'est la justice. Alors, effectivement, lorsqu'on encense des violences qui n'existaient pas récemment, des nouvelles formes de violence, c'est plus compliqué. Mais dans ce cas-là, c'est le problème du législateur qui devra faire évoluer la loi pour pouvoir punir, si c'est nécessaire, des gens qui poussent à ça. Les conseils pour j'ai envie de dire du black box pour les nuls, les tutos, c'est à la mode ça. Oui, effectivement, on en trouve un peu partout, ça se démultiplie. Mais là aussi, j'ai envie de dire, ça existait toujours. Hein. Vous avez les centres de formation pour tous les gangsters, voleurs, tout, qui étaient les prisons, hein, où les anciens apprenaient aux nouveaux. Voilà, on le sait. Voilà, ça a toujours existé. Maintenant, avec la médiatisation, avec l'internet, avec ce genre de choses. Vous avez tout, vous avez accès là-dessus. Et j'ai employé le terme, je pense que j'ai employé, sur cette professionnalisation de la violence. Et la professionnalisation passe par une formation. Et c'est une formation, c'est ni plus ni moins qu'une formation à distance qui est donnée aux gens qui voudraient se rejoindre ces groupes, parce qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas structurés avec un grand chef, un gourou, mais c'est très... Volontairement, il n'y a pas de chef. Voilà, ça reste une nébuleuse. Pas de chef, pas de responsabilité.
Et quand on balance sur la toile ce genre de choses accessibles à tout le monde, en gros, on peut faire une formation sans jamais avoir été accusé, on ne saura jamais qui l'a fait, et c'est un moyen détourné. Hein, voilà, donc c'était évident, et ça rentre dans cette professionnalisation de la violence. Oui, je vous en prie, brièvement, allez-y. J'aimerais juste, sur le dernier point, parce qu'il y a des choses qui m'ont choqué, où certaines personnes parlaient d'entrave aux enquêtes. Pour conseiller certains manifestants en disant habillez-vous en noir, au pire des cas, ils seront incapables de vous retrouver dans la foule, donc ils n'arrêteront pas tout le monde, parce qu'ils n'arrêteront pas la masse. Donc si on a entrave à l'enquête, on a outrage à agent dans ces manifestations, et qu'on a des violences qui sont commises, est-ce que d'après vous, en l'état, le code pénal et le code de procédure pénale permet de répondre sous forme de complicité, ou le fait d'entraver une enquête, ce qui est interdit par la loi, peut permettre a posteriori de pouvoir être jugé. D'après vous, est-ce que c'est jouable ou pas? Si ça ne l'est pas, c'est au travail de législateur derrière de faire le reste. Député, permettez-moi de vous répondre avec humour. Si c'était possible, dans ce cas-là, tous les scénaristes de toutes les émissions policières qui décrivent comment on peut se protéger au niveau des empreintes lorsqu'on commet un crime, l'ADN et ce genre de choses, devraient être mis en prison. Parce qu'en fin de compte, chez nous, ça a eu un vrai impact. Tous les petits jeunes délinquants qui regardaient ces séries ont vu comment ne plus se faire prendre. Retrouver une empreinte sur une scène on n'en trouve plus, hein, ça n'existe plus, à part ceux qui n'ont pas la télé. Voilà, donc c'est ce qui est compliqué. Voilà, oui, effectivement, on peut pas le nier. On peut pas le nier. Il y a la volonté de le faire, mais déjà la première des choses, ça serait de trouver les responsables. Qui met ce genre? Vous savez aussi bien que moi que pour trouver un responsable, dès le moment où vous avez quelque chose sur la toile, c'est extrêmement complexe, quoi. Voilà. Donc j'imagine mal, même si la volonté, on ne peut pas la nier. Hein, alors c'est plus insidieux que ça, je dirais, parce que lorsqu'on lit, parce qu'on justement on les regardait encore cet après-midi, il y a c'est pas marqué allez taper les policiers ou les machins. C'est si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse, faites telle chose, telle chose, telle chose. Si vous êtes en garde à vue, par exemple, en gros, ils vous expriment déjà les droits, ce que vous voulez dire, pas dire, voilà. C'est un manuel, en gros, il ne pousse pas, en fait, on peut pas dire à la violence. Mais si vous êtes pris alors que, voilà le genre de choses qu'il faut faire pour que les suites, justement, j'en parlais hein, tout à l'heure sur les suites judiciaires qui sont compliquées pour amener la preuve, ce genre de choses joue aussi. Est-ce que réellement on pourrait les poursuivre parce qu'ils poussent à la violence? Je pense que ce serait compliqué quand même pour le législateur. Ouais, pour rebondir sur les propos de mon camarade, vous avez vu qu'à Sainte-Soline, ils étaient tous équipés de beaux casques et de bleus de travail. Et donc, on a des flyers qui circulent. Ouais, c'est comme disait mon camarade, comment ne pas se faire attraper parce qu'on ressemble à d'autres manifestants, on est habillé pareil, on est équipé pareil. Donc c'est la réalité des faits par rapport à ça. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous propose, si il n'y a plus de demande de prise de parole, mon général, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, un grand merci d'avoir contribué aux travaux de la commission d'enquête. Vraiment, cet échange était pour nous précieux. Je voudrais vraiment le dire. Nous vous en remercions. Nous serons évidemment amenés à échanger sans doute encore, notamment monsieur le rapporteur, avec des éléments écrits. Mais vraiment un immense merci à l'ensemble d'entre vous. Mes chers collègues, c'en est terminé ce soir avec nos travaux. Nous nous retrouvons lundi et mardi avec un programme là aussi qui sera relativement copieux puisque nous recevrons madame la procureure de Paris, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le journaliste Thierry Vincent, les syndicats de police et le directeur général de la sécurité intérieure. Donc là aussi, encore des auditions intéressantes. Donc merci beaucoup et je me permets de lever la séance et en général... Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre invitation et je crois que vous avez pu voir la foi et l'entrain du groupe de liaison pour alimenter votre commission. En effet, et nous, encore une fois, nous vous en sommes reconnaissants. Merci beaucoup.